Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'empreinte carbone des médicaments et surtout sur comment réduire l'empreinte carbone des médicaments grâce à la méthodologie publique d'évaluation de cette empreinte carbone. C'est un webinaire qui est organisé par la NAP et aujourd'hui on est avec le ministère chargé de l'Industrie, le ministère chargé de la Santé. Donc on aura Véronique Chasse pour la DGOS et Charles Flao pour la DGE pour m'accompagner dans ce webinaire. J'ai d'abord un petit point d'introduction à vous faire. En effet, ce travail sur l'empreinte carbone des médicaments et cette méthodologie d'empreinte carbone, il s'inscrit dans une feuille de route de planification écologique du système de santé qui est plus large. C'est une feuille de route qui a été publiée en 2023 et qui inscrit comme objectif de, en tant que secteur de la santé, contribuer à réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Il y a une soixantaine d'engagements qui sont pris par le gouvernement autour de 8 axes prioritaires. Ces axes, ce sont bâtiments et énergie, industrie et produits de santé qui nous intéressent aujourd'hui, achat et alimentation, soins éco-responsables, déchets, formation et recherche, mobilité et numérique. Si on va plus précisément dans l'axe industrie et produits de santé, était inscrit comme objectif d'élaborer d'ici à l'été 2024 une méthodologie simplifiée et harmonisée d'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments. Cette méthodologie, elle a vocation à outiller la décision publique pour accompagner les politiques publiques sur la décarbonation des médicaments, accompagner les industriels pour identifier les postes d'émissions les plus importants et les actions de décarbonation, aider les professionnels de santé à développer des soins éco-responsables et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est accompagner les acheteurs dans leurs achats durables et en particulier dans le cadre de l'obligation issue de la loi climat et résilience en août 2026 d'intégrer un critère environnemental dans les marchés publics. Le score carbone médicament qui est issu de cette méthodologie d'empreinte carbone, il est possible de l'utiliser comme critère environnemental dans vos marchés et c'est ce que nous vous encourageons à faire car il est mesurable et opposable. Pourquoi, en tant que secteur de la santé et dans la planification écologique, on s'est intéressé en priorité à l'impact carbone des produits de santé et des médicaments? C'est parce que, en effet, l'empreinte carbone du secteur de la santé, il est important. C'est environ 8% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Vous avez sûrement déjà entendu ce chiffre. 50 pardon, millions de tonnes de CO2, d'équivalent CO2, et une production de produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux, qui représente environ la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre. Une grosse partie pour les médicaments, environ 16 millions de tonnes de CO2 et une plus petite partie pour les dispositifs médicaux. C'est aussi une empreinte carbone importante au niveau mondial sur l'ensemble des industries pharmaceutiques et on voit que l'ensemble des chaînes de production, elles sont carbonées. On a effectivement des émissions de production pharmaceutique avec des empreintes carbone qui sont élevées et donc il faut aussi intégrer le scope 3. Et c'est pour ça qu'on a créé cette méthodologie d'empreinte carbone des médicaments qui intègre les enjeux du scope 3 des produits de santé. Je vais laisser pour la suite la parole à Charles Flau. Ok, merci beaucoup Clara. Bonjour à tous. Je pense que l'intérêt aussi du développement de cette méthodologie, c'était d'essayer de recentrer l'analyse et donc les données qu'on allait demander à la fois aux industriels, mais aussi à tous leurs fournisseurs sur ce qui constituait l'essentiel des émissions d'un médicament. Et ce qu'on voit, ce qu'on sait maintenant depuis plusieurs années, c'est qu'en fait, la la très grosse majorité des émissions d'un médicament se situe sur la partie de la production du principe actif et de la formulation du médicament. Tout le reste, tout ce qui concerne notamment le transport, le packaging, est moins important et représente une part moins importante des émissions d'un médicament. Donc l'intérêt d'avoir le développement de cette méthodologie et ce pourquoi on a initié ce travail il y a maintenant plus de 2 ans avec les académiques, avec les industriels, avec les fédérations et avec aussi les acheteurs hospitaliers, c'était justement de se dire qu'il fallait qu'on s'aligne tous sur une façon de mesurer les émissions d'un médicament pour pouvoir comparer les offres de produits et de services qu'on avait et qu'on recevait à l'hôpital, mais aussi c'était une façon pour nous de permettre aux industriels et aux producteurs de se concentrer sur ce qui constitue l'essentiel de leurs émissions. Et donc, c'est pour ça que vous le verrez dans les slides à venir, on a vraiment essayé de construire une méthodologie qui se focalise sur les deux
points principaux, les deux postes d'émission les plus importants dans le cycle de vie d'un médicament, qui sont la production du principe actif et sa formulation. Pour la partie de la production du principe actif, il y a donc deux possibilités pour le laboratoire, où il a une donnée qui lui est fournie par son fournisseur, qui a lui-même fait un calcul précis du principe actif qu'il produisait, et dans ce cas-là, on va le considérer directement. Ou alors, seconde option, son fournisseur n'est pas capable de lui donner son facteur d'émission, le facteur d'émission de son principe actif, et dans ce cas-là, le laboratoire va pouvoir extrapoler lui-même cette donnée à partir des données disponibles, et notamment à partir de l'autorisation de mise sur le marché. Dans ce second cas, les données seront moins précises et donc seront majorées d'une incertitude qui sera plus importante pour ce principe actif et qui viendra pénaliser en quelque sorte le fait que l'industriel ou le fournisseur du principe actif n'ait pas été capable de faire un calcul un peu plus précis. Pour ce qui concerne le conditionnement et les excipients, là, le calcul est assez simplifié. En fait, il suffit de mesurer les masses de produits qui intègrent la boîte du médicament ou qui sont intégrés dans la formulation du médicament, et on les pondère par un facteur d'émission assez simplement, euh, un- ce qui nous donne des émissions par boîte de médicaments et par comprimé ou par dose unitaire, par unité commune de dispensation. Pour la partie formulation du médicament, ce qu'on a regardé, c'est évidemment les émissions du site de production qu'on répartit par boîte de médicaments en fonction d'une clé d'allocation pour comprendre déjà ce qui est émis par le site, et ensuite on l'alloue du coup à chaque médicament qui est produit sur ce site en question. Au final, ce que vous recevrez en tant qu'acheteur de produits de santé ou en tant que professionnel de santé, ce sera un résultat, donc un bilan d'analyse de cycle de vie, ce qu'on appelle du berceau à la tombe, donc sur toutes les étapes de production et de cycle de vie du médicament, qui vous décomposera les émissions liées à chaque étape et qui vous donnera des émissions totales avec ce qu'on appelle une incertitude de l'empreinte carbone qui sera liée à la précision de la donnée qui a été donnée pour mesurer cette empreinte carbone. Et donc, le résultat final qu'il faudra prendre en compte, ce sera cette empreinte carbone majorée de son niveau d'incertitude. Et donc, on aura plutôt incité les industriels à aller vers un calcul plus précis plutôt qu'un industriel qui aura un score légèrement plus faible, mais avec une incertitude très importante parce que les données ne seront pas précises, et dans ce cas-là, qui sera pénalisé. Sur le fonctionnement de la méthodologie, c'est donc une autodéclaration des industriels qui doivent aller récolter leurs données et remplir la matrice qui leur est fournie. Et ensuite, l'intégralité de ces données et de la méthodologie de calcul est vérifiée par un tiers de confiance habilité. Nous sommes en cours de développement avec le COFRAC, qui est donc l'organisme qui délivre des accréditations au niveau national, de construction d'une accréditation pour faire cette vérification et pour devenir tiers de confiance. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intégralité des résultats qui vous seront confiés auront été vérifiés par des tiers de confiance. Donc, ça fonctionne un peu sur le même modèle qu'un audit financier, où en quelque sorte, l'industriel remplit la donnée et la fait vérifier par un tiers de confiance qui, lui, est accrédité par le COFRAC pour faire cette vérification. Et donc, ce qui vous permet, vous, en bout de chaîne, d'utiliser directement le résultat et d'avoir une fiabilité du résultat qui vous est garantie par cette méthode de vérification des données qui est systématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en cours de construction de cette accréditation, et donc elle sera opérationnelle d'ici l'année prochaine, d'ici l'été 2026. Nous aurons une accréditation prête avec des cabinets qui commenceront à être accrédités. Et le deuxième point, c'est que travailler avec le COFRAC nous permet, via des dispositifs de reconnaissance mutuelle, de travailler aussi à l'international, et donc des cabinets étrangers et notamment européens pourront également se faire accréditer et disposer de la possibilité de faire cette vérification pour les laboratoires étrangers qui répondront aux appels d'offres sur le territoire national. Cette donnée, une fois qu'elle sera rentrée par les laboratoires puis vérifiée, elle pourra être mise à disposition dans plusieurs plateformes. Déjà, elle pourra être mise à disposition dans les logiciels d'achat que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, nous avons commencé à travailler avec plusieurs sociétés qui développent ces logiciels d'achat et qui vont bientôt
rajouter cette nouvelle brique par référence qui vous permettra d'avoir ce renseignement, sur l'empreinte carbone du produit que vous avez l'habitude d'acheter ou que vous désirez acheter. Et petit à petit, donc cette information pourra être renseignée une fois seulement qu'elle sera vérifiée par un tiers de confiance et donc, tamponnée, elle pourra être renseignée dans les logiciels d'achat. Et nous voudrions aussi développer, à un niveau européen, une plateforme d'échange de données pour que chaque laboratoire puisse renseigner le score carbone de son médicament une fois qu'il a été vérifié, encore une fois, et qu'il puisse aussi aller regarder l'empreinte carbone des produits qu'il achète, donc des excipients qu'il achète, des intrants qui rentrent dans le conditionnement du médicament qu'il utilise, ou alors, bien sûr, qu'il puisse comparer lui-même ses fournisseurs en fonction de l'empreinte carbone de leur principe actif et donc essayer comme ça de s'améliorer en regardant à chaque fois quel est le meilleur fournisseur pour le produit qu'il désire acheter. Et donc cette plateforme sera, développée plutôt au niveau européen. Voilà, et je passe maintenant la parole à Véronique Chasse, qui vous présentera la circulaire qui a été publiée par la DGOS. Pour accompagner, la parution donc, de cette, méthodologie, bilan carbone des médicaments, une note d'information a été rédigée par le ministère de la Santé, DGOS et DGCS, pour, permettre, d'expliquer la manière, dont cette méthodologie doit être appliquée dans les marchés et dans les contrats. Alors, tout d'abord, le périmètre. En ce qui concerne le périmètre, tous les établissements de santé, mais également les établissements médico-sociaux dotés d'une PUI sont concernés, ainsi bien sûr que les centrales d'achat, puisque les centrales d'achat, sont, des acheteurs, importants de médicaments. Mais il faut souligner aussi que les personnes morales qui ne sont pas soumises au code de la commande publique peuvent tout à fait utiliser le score carbone et s'en inspirer pour permettre donc un achat convergent de leur marché. Alors, la question se pose sur l'évaluation des offres par les pouvoirs adjudicateurs. La première chose à savoir, c'est que le score carbone peut faire l'objet d'un critère d'évaluation des offres, donc à mettre dans les règlements de consultation. Il faut rappeler que ce critère d'évaluation est forcément en lien avec l'objet du marché. La deuxième chose concerne la pondération. Nous avons indiqué dans la note d'information que la pondération pouvait être par exemple de 10%, mais il appartient bien sûr à l'acheteur de moduler cette pondération. Ensuite, cette évaluation des offres peut faire l'objet d'un critère unique, donc relatif à la considération environnementale, et notamment pour remplir l'obligation de climat et résilience qui intervient à compter d'août 2026. Rappelons que cette considération environnementale renvoie à deux notions. D'un côté, une clause qui doit être mise dans le CCTP ou dans le cahier des charges de manière plus générale, et de l'autre côté, le critère d'évaluation des offres. Autre point de cette note d'information, c'est la mise en place opérationnelle de la méthodologie. Il a été choisi que cette méthodologie puisse être mise en place de manière progressive. Donc, pour la parution de cette note d'information, qui a eu lieu le 29 octobre dernier, eh bien, une première liste a été diffusée contenant 18 molécules et il est prévu que cette liste sera actualisée périodiquement avec un retour d'expérience régulier sur les molécules qui sont mises en œuvre. Alors, il se peut que l'acheteur puisse faire le choix de recourir à d'autres médicaments que ceux qui ont été inscrits dans la liste et la liste se trouvant d'ailleurs sur le site du ministère de la Santé. C'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, il est conseillé très très fortement de laisser un délai suffisant et suffisamment long entre la publication de l'appel d'offres et puis la réception des offres.
Ensuite, vient la question du contrôle des données. Alors, le contrôle des données est une étape qui va être incontournable pour assurer l'opposabilité des marchés. Un circuit institutionnel est donc en cours d'élaboration et de validation, comme on l'a vu précédemment à l'aide du COFRAC. Et on est aujourd'hui donc sur une période intermédiaire avec deux possibilités. Soit l'acheteur prend à sa charge la partie vérification via un prestataire, par exemple, ou bien alors le titulaire du marché eh bien, se voit attribuer une obligation de réaliser son score et de le faire vérifier durant l'exécution du marché. Et je laisse donc Charles Flao détailler cette première liste de 18 molécules. Nous avons établi cette première liste de 18 molécules sur la base de 3 critères qui sont leur volumétrie importante dans la consommation hospitalière et donc des émissions importantes. Le deuxième critère étant l'absence de risque l'absence de criticité ou de situation de tension ou de monopole. Donc, c'est uniquement des médicaments sur lesquels il y a des situations de forte concurrence. Et le troisième critère étant des capacités françaises ou européennes de production qui nous permettent d'assurer euh, un approvisionnement du marché français. Et donc, pour nous, c'était essentiel d'avoir à la fois ces 3 critères qui étaient retenus pour nous dire que sur ces molécules, à la fois, on a des industriels qui ont fait des efforts de décarbonation, qui ont relocalisé tout ou partie de leur chaîne de production. On a des industriels qui ont donc un avantage compétitif et qui sont prêts à aller encore au-delà sur le plan de la décarbonation pour ces molécules-là, et qu'on sait que c'est sur ces molécules qu'on va pouvoir avoir de l'impact parce que ce sont des molécules utilisées à très gros volume. Cette liste, elle sera étendue progressivement. Pour l'instant, on ne l'a étudiée que sur des molécules qui étaient vendues sous forme sèche, mais elle sera étendue progressivement et nous sommes notamment en cours d'étude avec le ministère de la Santé, donc avec la DGOS, pour l'étendre à d'autres molécules qui sont commercialisées sous forme injectable. Et là encore, nous avons besoin de travailler avec les acheteurs et les professionnels de santé pour définir ensemble quelles seraient les molécules les plus pertinentes, quelles seraient les prochaines DCI les plus pertinentes à cibler dans le cadre de l'extension de cette politique. Il y a donc un réel intérêt à ce qu'il y ait une coordination au niveau national sur l'application de cette politique publique, puisque plus il y aura de coordination et plus il y aura une synergie sur l'orientation du marché vers des produits plus responsables pour l'environnement et vers des industriels qui ont eux-mêmes déjà fait l'effort de réduire leurs émissions et qui sont en avance sur le plan de la décarbonation. L'intérêt aussi de cette coordination, c'est de se dire que plus le levier incitatif sera important pour les industriels, plus on démontrera notre capacité collective à acheter des produits plus vertueux et à prendre en compte ce nouveau paramètre dans nos achats, plus les industriels eux-mêmes, par répercussion, pourront à leur tour se dire qu'il faut qu'ils accélèrent leur décarbonation, que les actions qu'on leur demande de mettre en place au niveau européen ont un sens puisqu'elles sont valorisées dans les achats qu'on décide de réaliser, et plus eux-mêmes pourront accélérer à la fois leur transition et aussi inciter leurs fournisseurs à accélérer leur transition. On aura également besoin de continuer à travailler avec les acheteurs en santé pour définir ensemble quel est le meilleur taux de pondération et quel est le meilleur mécanisme de cotation sur cet exercice. Et il y aura donc un vrai enjeu à ce que nous puissions travailler ensemble pour que vous puissiez nous faire remonter les données terrain que vous récoltez et que vous nous partagiez à nouveau vos retours d'expérience pour que nous puissions ajuster la mise en place de cette politique publique. Et je repasse la parole à Rudy. Merci beaucoup, Charles. Alors, sur la diapositive suivante, vous pourrez voir donc que l'ANAP a structuré un pas à pas qui permet aux établissements justement d'engager une stratégie achat responsable. Et donc, vous pourrez voir que vous avez plusieurs pans que vous pouvez suivre. Donc, tout d'abord, une auto-évaluation avec score.dd.achat. Vous avez ensuite des éléments sur la formation, des éléments ensuite réglementaires avec notamment une fiche juridique sur les achats durables, des fiches sur le SPASER, le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables,
Des éléments également sur la stratégie avec des bonnes pratiques, le label RFAR, les éléments économiques, bref, vous allez voir beaucoup d'éléments. Et sur la diapositive suivante, le volet environnemental, donc le sixième point de ce pas à pas avec justement la méthodologie de l'empreinte carbone du médicament que vous pourrez retrouver ici. Un dernier mot enfin sur la dernière diapositive. Pour les établissements publics qui sont assujettis à la rédaction et à la déclaration d'un SPASER, donc d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Et donc n'hésitez pas à consulter et à déposer bien sûr vos SPASER sur cette plateforme. Et je passe maintenant la parole à Clara pour le mot de la fin. Merci Rudy, merci à tous pour vos interventions. J'espère qu'elles ont pu éclairer vos questionnements sur cette méthodologie empreinte carbone et sur comment l'intégrer dans vos marchés publics. On va avoir un temps de questions-réponses pour la suite. Et donc, on est vraiment heureux, le ministère de la Santé, le ministère chargé de l'industrie, d'avoir créé cette méthodologie et qu'elle soit maintenant à disposition et utilisable par les acheteurs, ce qui va nous permettre de, on espère, décarboner la consommation des produits de santé, en particulier des médicaments en France. L'ANAP, l'expertise en partage.